le changement climatique, même avant le Covid, a été au centre de l'attention de la communauté médicale et le Lancet, notre meilleure revue, maintenant on peut mettre des points d'interrogation parce qu'il y a eu des dérapages, avait proposé tout un numéro qui est très intéressant sur la question. Mais j'ai envie d'aller loin dans le temps, de remonter dans le temps pour vous dire que finalement, on s'est toujours occupé de changement climatique, que le premier a été Hippocrate, qui, dans son traité sur la santé, a bien mis en évidence le fait que le climat avait un effet sur la santé des gens et il partait d'une observation très simple. Il disait, les gens qui vivent dans des cités, des lieux différents, ont des maladies qui sont différentes. Et ça est dû à l'environnement. Il avait déjà la notion que si les gens étaient assez semblables, sous-entendu génétiquement semblables, qu'il y avait des différences. C'est parce qu'il y avait l'environnement qui agissait. Deuxième référence moins connue, bibliographique, est celle de Eunice Newton-Foot, dont le papa s'appelait Isaac Newton, mais ce n'était pas le bon, pour ainsi dire, qui a compris que finalement le changement climatique était dû à un problème dans le dioxyde de carbone. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ses œuvres parce qu'elles existent. Elle était née en 1819, donc il y a des très jolis graphiques qui montrent comme il y a un parallélisme. Alors, je ne sais pas si il faut que je rentre dans le détail du changement climatique, mais c'est à cause des activités humaine qu'il y a libération d'un excès de gaz à effet de serre et que donc de ce fait, il y a plein de problèmes météorologiques qui se déclenchent et notamment très très important, une augmentation de la température. En fait, voilà, moi j'aime bien montrer cette photo pour présenter l'échelle du phénomène. Il y a 50 ans, ça c'est le Mont Blanc. Et maintenant, voilà le Mont Blanc qui n'a plus de glacier là où il était présent il y a 50 ans. Donc, vous voyez bien que le laps de temps n'est pas excessif. En dépit de cela, on observe là. Attendez, j'ai mon chat qui est curieux et qui vient voir ce que j'ai fait. Donc, quelques chiffres que je peux citer pour dire qu'en France, entre les années 50 et 90, il y a eu 2 épisodes caniculaires et qu'entre 2010 et 2019, il y en a eu 16, que 2019, ça a été considéré une année très, très chaude, mais vous verrez qu'elle a été battue et que quand on parle de canicule, c'est vraiment des températures excessives. Alors, je ne vais pas dans le détail de tous ces chiffres, mais les épisodes excessifs en termes de température ou de fonte des glaciers sont vraiment très, très nombreux. Il y a un rapport assez récent de l'OMS qui en fait état. Et là, je vous ai mis ce qu'on considère un peu comme extrême. Vous savez, on parle beaucoup des ours blancs qui n'arrivent plus à manger parce qu'il n'y a plus de banquise, beaucoup plus graves, les êtres humains qui ne peuvent pas cultiver la terre. Et puis, ici à droite, ce sont les incendies qui ont eu lieu en 2019 en Australie. Et vous pouvez voir, ils ont brûlé une surface qui est énorme. Et en fait, voilà, le record des années chaudes est tenu par 2020.
qui est l'année. Bon, là, on a un petit peu eu quelques jours de froid, mais en général, en moyenne, voilà, on a une année qui est bien plus chaude que les autres. Et les scénarios sont catastrophiques, c'est-à-dire si on n'intervient pas, on peut arriver jusqu'à 5 degrés d'augmentation de la température. Je ne vous dis même pas ce que ça peut représenter. Et actuellement, on est quand même, on ne fait pas assez. Hein, on a toujours le risque d'avoir une température qui augmente de presque 4 degrés. La COP 21 s'est fixée sur 3 degrés, mais il faut vraiment aller vers des limitations très fortes qui nous permettraient d'inverser un petit peu la littérature. Donc, bon, ça c'est un petit peu la synthèse. Et très important de dire que il y a une relation inversée entre ceux qui s'enrichissent et produisent et ceux qui subissent les effets des changements climatiques. Comme je vous l'ai dit, il y a par exemple en Afrique des situations qui sont vraiment extrêmes avec les terres qui deviennent très arides. Alors moi, j'ai pas mal publié sur le sujet et c'est beaucoup de spéculation. Hein, c'est pour ça que je mets beaucoup souvent cette diapositive parce que finalement, il est très difficile de mettre en évidence le lien entre le changement climatique et les problèmes de santé. On a des données qui viennent de recherches de type observationnel. Très rarement, mais je vous montrerai quelques études de type expérimental, beaucoup, peut-être même trop, il faut dire, de modèles qui nous permettent de faire des projections et vraiment des risk assessment, ça s'appelle l'estimation de l'impact sanitaire en français, et maintenant on commence même à utiliser des techniques plus sophistiquées. Les données donc sont largement insuffisantes. Il y a quand même quelques disciplines qui nous permettent d'avoir des données observationnelles qui remontent dans le temps, hein. Par exemple la botanique, hein, pour vous faire un exemple. Et on a besoin de ces données tantôt pour les variables liées au changement climatique et qui sont des indicateurs du changement climatique, tantôt pour les phénomènes de santé. Alors, voilà les effets du changement climatique sur la santé. Alors, il y a d'abord des effets qu'on appelle directs. Les variables climatiques, la température, l'humidité, disons, tout ce, ça peut être aussi le brouillard, hein, ont un impact direct sur la santé, sont la cause de la santé. Là, on est assez fort, on a quelques données, mais elles ne sont pas exhaustives. Moi, je suis dans le domaine de la pneumologie et de l'allergologie, donc je vous ferai des exemples, mais on sait bien qu'il y a plein d'autres pathologies qui sont liées pour lesquelles, malheureusement, on manque de données. Et deuxièmement, on peut avoir des effets qu'on appelle indirects. Et alors, ce sont des effets où il faut un facteur intermédiaire qui intervient, c'est un facteur physique, par exemple, ça peut être un facteur biologique ou c'est carrément, et je pense qu'on va entendre ça tout à l'heure, un changement du système, de l'écosystème. Ces impacts directs et indirects sont bien sûr à l'origine de problèmes socio-économiques, démographiques qui sont très liés à la situation sanitaire de l'endroit où ils se produisent, et c'est
à la suite, vous voyez, un système vraiment très complexe qu'on a, le système de santé. Alors là, je vous montre par exemple, dans le cas de l'asthme et des allergies, mais ça peut être aussi dans d'autres cas. Voilà les variables qui ont été mises en évidence en lien avec ces maladies dans le cas des effets directs. C'est la température, c'est l'humidité, c'est la pluie, c'est la pression barométrique, hein, c'est très étrange. Et là, en utilisant un petit peu le langage qu'on utilise dans les changements climatiques, du fait qu'il n'y a pas vraiment de certitude, je m'exprime en termes d'effets qui sont virtuellement certains ou d'effets qui sont probables. Alors, on sait très, très bien, je n'irai pas dans le détail, mais par exemple, on sait très, très bien que l'asthme est très lié à l'humidité. Il y a des tonnes de données. Donc, quand il pleut beaucoup, qu'il y a des inondations, comme il y en a dans le cas des changements climatiques, à la suite voilà, de ces événements extrêmes de température, on a aussi beaucoup d'humidité et l'humidité est à l'origine d'un développement d'asthme, pas seulement de l'aggravation de la pathologie, mais aussi du début de la pathologie. On a aussi des problèmes en cas, par exemple, de température froide avec une fonction pulmonaire qui baisse ou des problèmes au niveau des cellules qui sont impliquées dans la réponse allergique. Moins évident, par exemple, en revanche, c'est qu'il y a des liens entre l'incidence, donc le développement de ces pathologies, y compris de la rhinite, avec la température froide, où on n'est pas très, très certain de l'effet de la pluie. Mais tout ça, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de données et il y a des études qui sont expérimentales et aussi en population générale qui montrent comme les différences barométriques ont des effets au niveau des poumons et que les asthmatiques en pâtissent davantage. À côté de ça, il y a les effets indirects et quels sont les facteurs qui sont impactés par les variables météorologiques. Ce sont les allergènes, les polluants sur lesquels, bien sûr, je vais ensuite concentrer la présentation, les infections et puis la biodiversité. Pour le moment, bien sûr, je reste sur allergènes et polluants parce que les deux sont des polluants. Alors, les premiers, ce sont des polluants biologiques, disons, et les deuxièmes, des polluants chimiques. Et bien sûr, comme tout à l'heure, ces facteurs sont à l'origine de problèmes en termes de morbidité, donc de plus de pathologies et de mortalité accrue. Alors là, moi, je vous fais le cas de l'asthme et des allergies. Heureusement, il n'y a pas tellement de mortalité. Il y en a quand même 300 000 par an et c'est une mortalité qui est évitable et on a des données assez solides qui montrent qu'il y a de la mortalité par asthme quand il y a des pics de pollution. Mais pour revenir à la pollution chimique, alors ce que nous savons, qu'à la suite du changement climatique, donc de la chaleur, il y a formation d'ozone, car l'ozone a besoin des gaz, des composés organiques volatiles, du dioxyde d'azote qui rencontre des températures et puis le soleil. Et ça, plus le fait qu'il n'y a pas de vent, souvent quand il fait très très chaud, qu'il y a la canicule, plus l'urbanisation sont à l'origine d'un excès d'ozone. À côté de ça, toujours en raison des changements climatiques, il y a une émission exagérée de composants organiques volatiles, biogéniques, c'est-à-dire
dans les forêts, par exemple. Alors, ce sont les odeurs que souvent nous entendons. Là, je vous ai mis un exemple, bien sûr, d'urbanisation, car c'est le problème numéro un. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui sur le monde un état des lieux des effets de la pollution en Europe, et Paris, malheureusement, ça se porte mal. Il se porte mal parce qu'il y a trop de circulation et trop de dioxyde d'azote. Alors, quels sont les effets de l'ozone? Eh bien, davantage dans certaines populations qu'on considère comme vulnérables et susceptibles, à savoir les enfants, les personnes âgées, ceux qui souffrent déjà d'une maladie chronique, et notamment d'une maladie respiratoire, et les sujets asthmatiques. Voilà, l'ozone est à l'origine de phénomènes d'irritation au niveau du nez, des yeux, de l'irritation de la gorge, mais beaucoup plus important, de gènes respiratoires, d'asthme. Et puis, bon, je sors un peu de... je vous donne quelques informations en plus, bien sûr, de pathologies cardiovasculaires. Et quand on dit pathologie cardiovasculaire, il y a un risque de décès. Et dans le cas de l'asthme, en revanche, on a surtout un risque d'hospitalisation. Et tout ça, c'est parce que l'ozone, c'est très irritant, et donc il y a une réponse de type inflammatoire qui se produit quand il y a exposition à l'ozone. Alors, l'autre polluant qui augmente à la suite du changement climatique, ce sont les particules. Je vous les montrerai tout à l'heure. Alors, elles augmentent parce qu'il y a plus de un besoin d'énergie pour plusieurs raisons, entre autres, par exemple, pour avoir de l'air conditionné, beaucoup parce qu'on a une urbanisation poussée, que les individus se concentrent dans les villes, mais à côté de ça, il y a des phénomènes qui sont naturels, je vous l'ai dit, désertification, tempête de sable, même en France, on reçoit le sable du Sahara, et on a les voitures qui sont recouvertes de rose. Et très, très important, ce sont les incendies. Il fait trop chaud et je pense peut-être, on entendra tout à l'heure, et donc les forêts brûlent. À confirmer, c'est parce qu'on n'a pas fait vraiment d'études, c'est que la pollution augmente aussi à l'intérieur des locaux du fait de notre vie modifiée par le changement climatique. Finalement, les gens restent plus à l'intérieur, ouvrent peut-être la fenêtre, mais dans un endroit comme celui que je montre ici dans la photo. Donc, ils sont exposés à un excès de pollution. Alors, j'ai envie de vous dire que finalement, le paradigme de la pollution a changé. Et ici, vous avez la pollution de Londres en 1952. Et là, même cette année, Le Monde et puis plusieurs journaux ont montré des photos de New Delhi. Vous voyez, il n'y a pas de différence. On est à midi, ce n'est pas la nuit. Il y a tellement de smog, comme l'appellent les Anglais, qu'on n'arrive pas à voir. Alors, quelle est la différence? C'est que à Londres, c'était des particules et des gaz, y compris un gaz qui maintenant n'existe plus chez nous. On l'a que dans les pays qui commencent à être industrialisés. Donc, mais ce sont des particules assez grosses. Et en revanche, maintenant, ça c'est Paris. La nouvelle pollution, et vous la voyez là, elle est faite de particules toutes petites qu'on appelle des particules fines, donc 2,5 microns et ultra fines. Et les particules, ont deux caractéristiques. Une, c'est la taille, donc les fines et les ultra fines, moins que 0,1 micron.
et puis elles ont une composition différente. Alors, selon la taille, les particules pénètrent plus ou moins au fond de l'arbre respiratoire et les toutes petites, elles franchissent la barrière alvéolaire et se retrouvent dans la circulation du sang et c'est pour ça qu'elles sont à l'origine du problème. Donc, vous voyez, on a l'impression, là, il y a un ciel bleu, mais, et on le sait, il y a des jours où c'est pollué. Et malheureusement, ces particules ultra fines, on ne les mesure pas parce que ce n'est pas obligatoire de le faire. Alors, bon, je vous passe un petit peu la composition, mais les très très fines, elles sont très dangereuses parce qu'elles ont des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont cancérigènes. Et de ce fait, ben, le CIRC, le Centre international de recherche cancer, a classé les particules comme cancérigènes. Alors, je vous donne ici un petit peu la dimension, hein, vous voyez, un grain de sable, un cheveu. Ici, ce sont les fines. Et puis, il y a les toutes fines, celles qui passent les barrières. Et quand il y a passage des barrières, voilà ce qui se passe. Le volet respiratoire, ben, on le connaît et c'est intuitif. On inhale, donc ça rentre et ça attaque les voies aériennes, le poumon. Mais ce qu'on comprend moins bien, c'est qu'il y a des effets qui sont cardiovasculaires. D'accord, on respire, le cœur très lié au poumon, mais il y a aussi des AVC, des problèmes neurologiques, la résistance à l'insuline, le diabète, des problèmes de tension, problèmes de thrombose. Vous voyez donc très, très complexe, bien sûr, le cancer dont je vous ai parlé, et puis à ne pas sous-estimer, car c'est l'avenir, bien sûr, c'est le fait que la pollution est à l'origine de naissances prématurées, d'enfants qui ont un petit poids, donc qui risquent d'avoir certaines pathologies dans l'enfance, et ça a été estimé comme vraiment, c'est un problème très important. Et pour rester dans l'asthme, bien sûr, avoir un petit poids est lié à un risque assez important d'être asthmatique. Donc, je vous montre un petit peu comment on fait pour établir que la pollution, par exemple, est vraiment liée au développement de l'asthme chez des sujets qui ne sont pas malades. On prend les données de la littérature internationale qui sont réalisées à partir d'études prospectives où on recueillit les données de façon convenable, notamment en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent être eux-mêmes à l'origine de l'asthme. On sait par exemple que si un enfant a un père ou une mère asthmatique, son risque d'être asthmatique est élevé parce que l'asthme est une pathologie génétique, mais on sait aussi que si la maman fume pendant la grossesse, l'enfant, il a un risque aussi. Donc, on fait des études où on tient compte de tous ces facteurs et à la fin, on fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Et la méta-analyse, ben, c'est finale, c'est ces deux losanges ici que vous voyez qui nous donnent un risque bien déterminé de souffrir d'un asthme qui a commencé si on était exposé à la pollution. Alors, ce type bien sûr, d'études, il faut pour la faire, nécessite beaucoup de données. Alors, moi, je suis en épidémiologie, mais je vous mets quand même cette planche pour vous dire que ce qu'on observe en épidémiologie, après, on le confirme à l'aide d'études expérimentales qui vont vraiment cibler les mécanismes qu'on connaît comme étant liés aux pathologies. Je ne vais pas dans le détail, mais bon, on est assez riche en études expérimentales. Alors, quelle est la différence entre études expérimentales et épidémiologiques? Dans l'étude expérimentale, les conditions sont
fixés et contrôlés. Et dans la vie réelle, bien sûr, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer un rôle. Alors, je vous parle rapidement de l'autopollution en ciblant quelque chose, comme je vous l'ai dit, les pollens pour lesquels finalement on a pas mal de données, mais donc ça je vous le passe parce que c'est une curiosité, on pourra la voir après. Alors, grâce à toutes les données qui ont été recueillies en botanique, phénologie, etc., on peut remonter loin dans le temps, vraiment, notamment au Royaume-Uni, il y a des données du Kew Garden qui sont très anciennes, un siècle de données, et qui nous permettent de dire qu'à la suite du changement climatique et notamment de l'élévation de la température, on assiste à une durée de saison pollinique qui est plus grande, à une répartition géographique de certaines plantes qui varie, hein. Notamment, on a des plantes qui étaient seulement dans le sud de la France et qu'on retrouve actuellement et plus au nord. Hein, et donc, de ce fait, eh ben, on expose les individus qui ont un potentiel génétique de devenir allergiques à un facteur de risque qui va déclencher la pathologie. En fait, c'est très simple. On a tous des gènes, hein, et parmi ceux-là, il y a des gènes de susceptibilité à une pathologie allergique. Mais si on ne rencontre pas l'allergène, la substance qui va déclencher la pathologie allergique, on est épargné. Et c'est ce qui se passe, hein, pour beaucoup de sujets. Maintenant, avec ce déménagement, si on peut l'appeler comme ça, des plantes, on se retrouve à être en contact avec des plantes qu'on n'avait jamais rencontrées avant, et c'est comme ça qu'on commence une allergie. Et dans ce cas, il y a les espèces envahissantes, hein. Là, on a par exemple l'ambroisie, hein, ou d'autres espèces, les monocultures, hein, concentration de plantes, donc augmentation des pollens, avec des caractéristiques de durée de saison pollinique qui varient, et donc déclenchement de quoi? Des allergies. Alors, il y a aussi, ça, voilà, les pollens, là aussi, il y a des vulnérabilités individuelles, prédispositions génétiques, les sujets asthmatiques et ce qu'on a essentiellement, la rhinite, la rhinoconjonctivite, mais on voit en clinique de plus en plus d'asthme et de réactivité bronchique. Et je vous montre ici, attendez, le mécanisme est dû à la rencontre entre les polluants et les allergènes et du pollen. Et globalement, il y a deux mécanismes qui agissent. Et le premier, c'est qu'il y a libération de l'allergène qui rencontre le polluant, et donc il y a un aérosol allergénique. Et le deuxième, c'est le fait que le pollen se greffe sur une particule fine ou ultra fine. Et ici, j'ai deux exemples, voilà, justement, à vous montrer qui montrent bien comme les pollens peuvent être transportés par, là c'est des particules de la combustion, et puis aussi tout petit ici, le fait que quand le pollen est
attaqués se retrouvent tout simplement dans un milieu pollué, ils lectinent, qui est la membrane extérieure, s'ouvre et à ce moment-là, ce sont des petites parties, des microparticules du pollen qui se libèrent et ces microparticules du pollen rentrent plus facilement dans les voies aériennes et c'est pour ça que on a des phénomènes d'asthme et en pédiatrie, dans mon équipe, il y a le centre de l'asthme de Trousseau, on a de plus en plus d'enfants qui font des crises d'asthme avec le boulot, pendant la saison de boulot, quand il y a des journées polluées. Ok, donc moi je vais vous faire une petite présentation sur les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la santé des espèces, des écosystèmes et puis des économies humaines. Donc moi, mon domaine, c'est la biogéographie et plus spécifiquement la biographie de la conservation. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est de décrire la distribution de la biodiversité à large échelle spatiale et j'essaye de comprendre en fait quels sont les processus qui expliquent cette distribution de la biodiversité. Ça peut être par exemple le climat et donc voir comment le changement climatique va altérer la distribution de la biodiversité. Mais il y a aussi d'autres facteurs comme par exemple les espèces exotiques envahissantes qui modifient la distribution de la biodiversité. Et derrière, on va se servir de cette connaissance pour développer des scénarios prédictifs et des indicateurs utiles pour la conservation de la biodiversité, qui sont typiquement utilisés pour des évaluations comme celle de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, pour illustrer un petit peu cette approche, on peut regarder par exemple quelle est la signature biogéographique des extinctions récentes. Donc, sur cette carte, vous avez les localisations des extinctions d'oiseaux depuis 1500. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que les îles sont surreprésentées. Donc, il y a vraiment, les faunes insulaires sont vraiment touchées de manière disproportionnée par les extinctions. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi, quelles sont les raisons qui sont derrière cette observation. Et donc, il y a deux raisons principales, hein, je simplifie. La première raison, c'est d'abord l'hypersensibilité des faunes insulaires, parce qu'elles ont évolué pendant des milliers, voire des millions d'années en isolement. Et donc, les organismes n'ont pas forcément de comportement de défense face aux nouveaux arrivants. Je vous illustre ici le cas du kakapo, qui est le perroquet terrestre de Nouvelle-Zélande. C'est un perroquet qui vit au sol, qui niche au sol, qui ne peut pas voler. Et donc, forcément, si vous introduisez un prédateur dans une population de kakapo, les conséquences sont dramatiques. Et cette espèce est d'ailleurs, à cause de ça, en danger critique d'extinction actuellement. Et la deuxième raison, c'est aussi que souvent les espèces insulaires ont des faibles capacités d'adaptation parce qu'elles ont des petites populations à faible diversité génétique. Et l'autre aspect, c'est les colonisations globales et répétées des îles par les êtres humains et qui ont amené avec eux tout un cortège d'espèces introduites, qui peuvent être des prédateurs, des herbivores, des parasites, des pathogènes, et qui vont tirer parti de la sensibilité de ces faunes insulaires, et puis aussi les actions directes des humains, comme la surexploitation ou la destruction d'habitats. Donc ces facteurs, on appelle ça les facteurs directs de changement de biodiversité. Et on les classe généralement en 5 grandes catégories. Il y a le changement et la destruction d'habitats, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques, la surexploitation et la pollution. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des espèces exotiques envahissantes. Et je vais commencer par des définitions simples pour qu'on soit tous d'accord sur la définition d'une espèce exotique envahissante. Alors une espèce exotique, c'est une espèce qui provient d'une autre partie du monde. Une espèce introduite, c'est une espèce exotique qui a été introduite par l'homme. Donc, cette notion d'introduction par l'homme est vraiment importante et qui se sont établies. Donc, ces espèces introduites ne représentent pas forcément une menace. Et une espèce exotique envahissante, qu'on appelle aussi espèce invasive par anglicisme, en fait, ce sont des espèces exotiques introduites et établies qui se répandent et qui vont avoir un impact négatif. Donc, dans la définition des espèces exotiques envahissantes, la notion d'impact négatif est vraiment important et les impacts peuvent avoir lieu sur les écosystèmes natifs ou sur les sociétés humaines. En biologie des invasions, on avait l'hypothèse des 10% pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on considérait que pour 100 espèces introduites, on allait en avoir 10 qui allaient pouvoir s'établir et une qui allait devenir invasive.
Les données récentes suggèrent plutôt que ce taux est différent, de l'ordre de 50% pour les vertébrés. Donc, pour 100 vertébrés introduits, on va avoir 50 établis, 25 invasifs, et plutôt de 25% pour les plantes et les invertébrés. Donc, pour 100 plantes ou invertébrés introduits, on va avoir 25 établis et 6 invasifs. Alors, dans le cadre de l'approche One Health, on peut faire une comparaison entre les étapes des invasions biologiques. Alors, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon, excusez-moi. On peut faire une comparaison entre les étapes des invasions biologiques et les étapes des épidémies, comme par exemple l'épidémie de la Covid-19, parce qu'elles sont assez similaires. Donc, sur ce schéma, vous avez en haut les étapes des épidémies, en bas les étapes des invasions biologiques, et au milieu, la courbe va symboliser l'expansion de l'organisme problématique, son abondance et les coûts nécessaires pour son contrôle. Donc, la première étape, c'est simplement l'évolution de l'organisme dans son milieu naturel. Et la deuxième et la troisième étape sont les plus importantes. Dans le cadre d'une épidémie, ça va être l'infection des humains et ensuite sa dispersion à l'échelle globale en utilisant la globalisation des moyens de transport humains, donc à travers les barrières géographiques naturelles. Et pour les espèces invasives, ça va être similaire, ça va être le transport délibéré ou non délibéré des espèces invasives par les humains et donc leur introduction, leur dispersion partout dans le monde, encore une fois à travers les barrières géographiques. Et donc, une fois que les organismes problématiques ont été introduits partout dans le monde, qui se sont répandus, ils peuvent avoir des impacts dramatiques. Et dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ce sont des impacts socio-économiques qui sont terribles. Et dans le cas des espèces invasives, c'est la même chose. Si on introduit les espèces partout, elles peuvent proliférer et causer des impacts écologiques et socio-économiques très importants. Et donc, la cinquième étape, c'est la réponse en fait, des sociétés humaines à ces organismes problématiques qui visent à contenir ces organismes. Donc, dans le cadre d'une épidémie, ça peut être par exemple le développement de la vaccination pour réduire la prévalence de l'organisme. Et dans le cadre des espèces invasives, ça va être le contrôle des populations ou leur éradication. Donc moi, ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est surtout cette deuxième et troisième étape qui sont similaires aux deux et qui illustrent en fait que les activités humaines sont vraiment le vecteur d'introduction et d'expansion. Et en fait, on observe une dispersion biogéographique des organismes qui est absolument inédite dans l'histoire de la Terre. Donc, les espèces exotiques envahissantes, elles sont considérées par certains auteurs comme étant le deuxième facteur de changement de biodiversité ou la deuxième menace pour la biodiversité. Alors, en réalité, leur importance, elle va être variable selon les écosystèmes, selon les groupes taxonomiques et selon les zones géographiques considérées. Si on prend tous les oiseaux, mammifères, amphibiens qui sont menacés, ce sont plutôt le changement d'habitat et la surexploitation qui sont les deux premières causes, et les invasives arrivent en troisième position. Par contre, si on s'intéresse aux oiseaux insulaires, les espèces invasives vont être la première cause. Et par contre, les espèces invasives sont listées comme moins importantes, par exemple pour les organismes d'eau douce. Donc ma première partie va être d'illustrer un petit peu les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la santé des espèces. Donc d'abord, pour donner une vision un peu générale du problème, les espèces exotiques envahissantes, elles sont listées comme facteurs d'extinction pour 58% des espèces qui sont recensées éteintes par l'IUCN. Et pour les espèces qui sont actuellement menacées d'extinction, celles qui ont les espèces invasives comme facteurs de menace, elles sont distribuées globalement. Donc ça, c'est les distributions des espèces actuellement menacées d'extinction et qui ont les invasives comme menace. Et on voit bien la distribution globale pour les mammifères, les oiseaux, et plus localisée pour les reptiles et amphibiens. Donc, tous les écosystèmes qui sont fréquentés directement ou indirectement par l'homme sont affectés par les espèces exotiques envahissantes. Alors, les mécanismes d'impact sur la santé des espèces, ils sont très diversifiés. Je simplifie ici en 3 points que je vais illustrer derrière. Ça peut être des impacts directs, donc l'espèce va être prédatrice ou herbivore sur les espèces natives. Ça peut être des impacts indirects, par exemple par compétition avec les espèces natives ou par altération de l'écosystème. Et j'ai séparé également la transmission de pathogènes parce qu'on est justement dans le cadre d'un cycle de conférence One Health. Donc, la première illustration d'impact, c'est la prédation. Et je commence par le chat parce que c'est une des pires espèces exotiques envahissantes au monde. Les chats sont responsables de 14% des extinctions connues d'oiseaux, mammifères et amphibiens insulaires.
Si on regarde ce qui se passe en continental, le nombre d'individus tués annuellement par les chats aux États-Unis, il est très élevé, de l'ordre de 12 milliards de mammifères et 2,5 milliards d'oiseaux. Et en fait, d'une manière générale, les animaux qui sont les plus proches de l'homme, les chiens, les chats, les rats, les souris, les lapins, ils font partie des pires espèces exotiques envahissantes parce qu'ils sont introduits partout et ils ont souvent des régimes généralistes qui leur permettent de s'attaquer à toutes les composantes de la biodiversité. Alors là, je vais vous présenter une illustration d'opportunisme. C'est des souris introduites sur une île au sud de l'Atlantique qui font de la prédation sur des albatros. Donc, effectivement, des souris qui font de la prédation sur des albatros. Donc, vous avez ici une vidéo où on voit les souris qui s'attaquent aux poussins d'albatros. C'est une espèce endémique de cette île. Et le poussin n'a aucun mécanisme de défense. Il n'a pas le comportement pour réagir face à cette agression. Et donc, en fait, les populations sont décimées parce qu'elles ont évolué pendant des millions d'années sans avoir de prédateurs ou d'agresseurs comme ça. Et donc, elles ne savent pas se défendre. Et une étude récente a montré que les adultes aussi pouvaient être attaqués par les souris. Et donc, elles s'attaquent directement à l'adulte qui ne se défend pas face à l'attaque de la souris. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre exemple d'impact indirect. Cette fois-ci, c'est par la compétition. Donc, c'est sur les écureuils roux qui sont l'espèce native et qui sont menacés par les écureuils gris qui sont une espèce exotique envahissante en Europe. Et je vous montre ici les cartes de distribution au Royaume-Uni, où vous avez en gris la distribution de l'écureuil gris depuis son introduction, en orange la distribution où on a à la fois l'écureuil roux et l'écureuil gris, et en rouge la distribution uniquement de l'écureuil roux, et l'évolution au cours du temps depuis 1945 jusqu'à 2010, et on voit vraiment la régression de l'espèce native qui se fait éliminer par l'espèce envahissante. Et il y a deux mécanismes qui sont à l'œuvre ici. D'abord, la compétition pour la nourriture, parce que l'écureuil gris, il chaparde les caches de nourriture de l'écureuil roux, donc il l'affaiblit. Et en plus de ça, il est porteur d'un poxvirus, donc c'est le même type de virus que le virus de la variole, qui décime les populations d'écureuils roux. Alors, pour rester sur la transmission pathogène, la pandémie la plus dévastatrice à l'heure actuelle pour la biodiversité, c'est la pandémie de chytridiomycose qui s'attaque aux amphibiens dans le monde entier. Donc, la chytridiomycose, c'est dû à un pathogène, un champignon qui va s'attaquer à la peau des amphibiens et qui est mortel pour eux. C'est une des principales causes du déclin global des amphibiens. Il y a plus de 200 espèces qui sont atteintes dans le monde entier. Et le séquençage complet de l'ADN de la chytridiomycose a permis de démontrer que c'était une espèce qui était originaire d'Asie du Sud-Est. Et en fait, avec ce séquençage, on a pu illustrer qu'il y avait une diffusion globale et continue de ce pathogène. C'est ce qui est illustré par ces différentes flèches. Ce sont les variantes ou les lignées du pathogène qui sont introduites à différents endroits du monde sur des espaces temporels très courts. Et ça, c'est dû au commerce ornemental des amphibiens qui ensuite transmet le pathogène aux populations sauvages. Alors, ça va vous donner des réminiscences du Covid-19. On a une variante ou une espèce proche qui est apparue récemment en Europe et qui s'attaque aux salamandres spécifiquement cette fois-ci. C'est un parasite mortel pour les populations de salamandres. On a des réductions de population de 80% en l'espace de quelques mois et une extinction quasiment totale des populations au bout de quelques années. Donc cette nouvelle espèce invasive a été détectée en Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, à la fois dans les élevages et les populations naturelles. Et les études ont permis de montrer que la diffusion des pathogènes était notamment due aux échanges commerciaux privés d'amphibiens en Europe entre les élevages et les collectionneurs privés. Et un autre exemple de transmission de pathogènes, c'est l'invasion du goujon asiatique en Europe. Donc, c'est une espèce qui a été introduite dans les années 60 dans le sud-est de l'Europe et qui se répand actuellement. C'est une espèce qui est porteur sain en fait, du champignon pathogène Sphaerothecum destruens. Et en fait, quand le goujon il envahit de nouvelles rivières, on observe une augmentation de la prévalence du parasite dans les organes des poissons natifs dans les mois qui suivent l'introduction. Et en fait, cette infection va aboutir à des réductions catastrophiques de population de l'ordre de 80 à 90% selon les espèces de poissons natifs.
Et il y a des expériences de laboratoire qui ont été menées sur certaines espèces natives qui montrent qu'en fait, l'infection par ce parasite bloque totalement la reproduction et cause une très forte mortalité dans les populations. Donc maintenant, je vais vous illustrer un petit peu les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la santé des écosystèmes. Alors, encore une fois, les mécanismes d'impact sur la santé des écosystèmes, ils sont très diversifiés. Je simplifie un petit peu. Les impacts qui peuvent être dus aux impacts sur les communautés eux-mêmes. On supprime des espèces, enfin, les espèces exotiques envahissantes vont faire disparaître des espèces natives, ce qui va altérer le fonctionnement de l'écosystème. Ou alors, les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi avoir des impacts directement sur le fonctionnement de l'écosystème, par exemple en créant des altérations chimiques, en créant du bioencrassement, c'est l'accumulation d'organismes morts, par exemple. Elles peuvent modifier l'habitat, par exemple la structure du sol ou la structure de la végétation, créer du piétinement, de l'inflammabilité qui va augmenter les régimes d'incendie localement. Et puis, elles peuvent aussi faire de la facilitation entre espèces invasives, c'est-à-dire se faciliter la tâche mutuellement et modifier de plus en plus le fonctionnement de l'écosystème. Donc, je vais vous illustrer quelques exemples. D'abord, l'exemple d'un changement de communauté qui va altérer le fonctionnement de l'écosystème. C'est le cas de l'invasion de la crevette démon en Europe. Donc, on a l'exemple en Angleterre, en fait, parce que avec la directive européenne cadre sur l'eau, on a un suivi obligatoire de l'état de santé des rivières qui est continu depuis 2000. Et en fait, la crevette démon était introduite en 2012, et donc ça permet de comparer l'état de santé des rivières avant et après l'invasion. Et donc, ils ont analysé différents indicateurs de l'état de santé des écosystèmes, des indicateurs de biodiversité, mais également des indicateurs du fonctionnement, tels que la richesse fonctionnelle ou la redondance fonctionnelle. Et dans tous les cas, ils ont montré que l'invasion a causé un déclin de ces indicateurs, ce qui signifie plus précisément qu'on a à la fois une perte de biodiversité qui aboutit à une dégradation du fonctionnement de l'écosystème et une perte de résilience de l'écosystème. Alors, les mécanismes présumés derrière ces impacts sont liés aux caractéristiques de l'espèce, hein, qui c'est une omnivore flexible qui est prédatrice, qui va pouvoir être prédatrice d'autres gamards, qui a une forte fécondité, donc elle va pouvoir se répandre rapidement. Elle est très compétitrice pour les ressources. Et encore une fois, c'est une espèce qui va transmettre des pathogènes, puisque très récemment, il a été démontré que cette espèce était porteuse d'un pathogène, d'un champignon qui attaque les muscles des gamards. Un autre exemple un peu plus proche de chez nous, ce sont les jussies. Les jussies, ce sont des plantes qui étaient historiquement commercialisées comme plantes ornementales, et ce sont des espèces qui sont devenues envahissantes en fait en Europe. Leurs impacts, en fait, ils sont illustrés sur la photo de droite. Ces espèces vont former un tapis monospécifique très dense sur le cours d'eau et sur les berges, qui va occuper l'espace et qui va complètement occulter la lumière, ce qui va empêcher les autres plantes de pousser. En plus de ça, elles ont un mécanisme d'allélopathie, c'est-à-dire qu'elles vont émettre des composés biochimiques qui vont empêcher le développement des autres plantes. Et elles peuvent altérer le fonctionnement biogéochimique de l'écosystème, par exemple en créant une déplétion d'oxygène dans la rivière, ce qui va faire que les organismes qui ont besoin de respirer dans la rivière ne pourront pas survivre. Un autre exemple, cette fois-ci sur des plantes qui sont toujours commercialisées, ce sont les bambous. Alors, il y a de nombreuses variétés de bambous qui sont commercialisées, et il y a pas mal de variétés qui sont commercialisées avec des traits qui vont favoriser l'invasion, en fait. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des variétés qui sont plus résistantes et qui vont se multiplier plus rapidement. Alors, il y a plusieurs variétés qui sont envahissantes, et au final, les impacts sont assez similaires à la jussie, c'est-à-dire que ce sont des espèces hyper compétitrices qui vont complètement occuper l'espace et la lumière et empêcher les autres plantes de pousser. Elles peuvent appauvrir les communautés animales, hein, parce qu'il a été montré que les animaux évitent les bambouseries introduites, donc ça crée des écosystèmes beaucoup plus simplifiés, plus pauvres. Et elles peuvent aussi altérer les propriétés physico-chimiques des sols, notamment l'équilibre carbone-azote, la structure du sol, la disponibilité des nutriments. Elles peuvent aussi altérer le pH du sol. Donc, les espèces exotiques envahissantes, elles ont des impacts sur la santé des espèces et des écosystèmes. On le sait, mais ça reste quand même un problème qui est largement sous-estimé, notamment par rapport à d'autres facteurs de changement global. On constate que
le public et les décideurs politiques sont relativement peu au courant de l'amplitude du problème des invasions biologiques, à l'exception de rares cas, comme par exemple le frelon asiatique qui a été très médiatisé en France. Et donc, on a eu l'idée en fait d'essayer de s'attaquer à ce problème, au fait que ce problème est sous-estimé, en communiquant avec une métrique qui parle au public et aux politiques, c'est-à-dire l'argent spécifiquement. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer d'étudier l'impact des espèces exotiques envahissantes sur la santé de nos économies pour essayer justement de communiquer l'ampleur de ce problème. Donc, c'est le sujet de ma troisième partie, hein, c'est l'impact des espèces exotiques envahissantes sur la santé des économies humaines. Et donc, c'est issu d'un travail interdisciplinaire à long terme hein, qui a été démarré en 2014 et c'est tout un consortium qui travaille là-dessus. Et le principe, ça a été de compiler une base de données qui s'appelle Invacost sur l'éco économique des espèces exotiques envahissantes. Ça a été un très gros travail bibliographique principalement. À peu près 20 000 références bibliographiques ont été épluchées pour extraire et décrire les impacts économiques des espèces exotiques envahissantes. Donc, on a près de 10 000 impacts qui ont été recensés dans la base de données, que l'on a décrit avec 64 descripteurs hein, qui vont nous permettre de savoir quelles sont les espèces concernées, quels sont les types de coûts, quels sont les secteurs qui vont être impactés, quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour estimer les coûts, quelle est l'échelle spatiale, etc. Et derrière, on a mis en place un cadre méthodologique d'analyse qui soit adapté notamment aux biais statistiques, aux problèmes statistiques qu'on va rencontrer avec ce type de données économétriques. Alors, je vous passe les détails méthodologiques et je vais aller directement aux résultats. Donc, les impacts économiques des espèces exotiques envahissantes depuis 1970 à l'échelle globale, on les a chiffrés à 1 288 milliards de dollars, donc un peu plus d'1 milliard de dollars. Alors, ce sont des coûts qui sont vraiment massifs et quand on regarde leur évolution temporelle, ils sont en augmentation constante. Donc, par des approches de modélisation, on a montré qu'ils sont multipliés par 3 tous les 10 ans environ. Si on s'intéresse aux coûts récents, notamment sur la période 2000 à 2009, les observations nous indiquent qu'on a des coûts annuels de l'ordre de 83 milliards de dollars par an. Et avec différentes approches de modélisation, on a montré que les coûts en 2017 sont estimés de l'ordre de 47 à 163 milliards de dollars pour les économies mondiales. Alors, ces coûts, ils sont massifs, mais ils restent quand même fortement sous-estimés. Ils restent fortement sous-estimés déjà parce que quand on regarde la distribution des données, on voit clairement qu'il y a un biais spatial vers certains pays uniquement. Et ce biais, il est lié à l'effort de recherche. Forcément, les pays développés ont un effort de recherche plus fort et donc vont pouvoir renseigner ces impacts, tandis que les pays en voie de développement n'ont pas forcément de recherche dédiée aux invasions biologiques. Et puis, il est lié aussi à la récolte des données, tout simplement, l'accessibilité des données dans les langues étrangères et notamment la littérature grise. Hein. Ce n'est pas facile d'extraire les informations économiques de la littérature grise dans d'autres langues. Et on a aussi un déséquilibre taxonomique dans nos données parce que nos données ont illustré que c'était surtout les invertébrés et notamment les insectes qui causaient les impacts les plus forts, ainsi que les vertébrés et notamment les mammifères. Mais par exemple, pour les plantes, on a très très peu de données. Alors, ce sera corrigé dans les versions à venir de la base Invacost, mais pour l'instant, les impacts des plantes ne sont pas pris en compte dans les estimations que je vous ai communiquées. Alors, si on s'intéresse un petit peu au type de coûts, on s'aperçoit qu'en fait, les coûts des dégâts, ils augmentent beaucoup plus fort que les coûts de gestion et de prévention. Et actuellement, les coûts des dégâts sont environ 10 fois plus élevés que les coûts de gestion et de prévention. Donc, les coûts des dégâts, c'est par exemple la perte de rendement agricole due aux espèces exotiques envahissantes uniquement. Alors, pour vous illustrer un peu plus ce qu'il y a derrière ces chiffres que je viens de vous montrer, je vous montre ici le top 10 des espèces les plus coûteuses. Et la première, c'est justement des impacts sur la santé humaine. C'est le moustique tigre. Hein. Le moustique tigre qui est vecteur de nombreuses maladies, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune, le virus Zika. Et les coûts liés au moustique tigre sont donc des coûts liés aux traitements médicaux,
à la recherche médicale, à la surveillance des populations des moustiques, à l'éradication, etc. En deuxième, on a les rats qui causent des pertes agricoles céréalières massives, qui ont des coûts de quarantaine très très élevés pour éviter justement les invasions, et puis les coûts liés à la dératisation et à l'éradication locale des rats. Et on a aussi des coûts de perte de biodiversité, donc c'est rarement chiffré, mais parfois la perte de biodiversité peut être chiffrée, et donc ça a été fait pour les éradications de certains rats, pour les impacts pardon, de certains rats. En troisième, on a les chats, et les coûts des chats sont liés, encore une fois, à la perte de biodiversité, aux éradications des chats sur certaines îles et à la gestion des populations. Alors, pour donner quelques autres exemples rapidement, on a les termites qui causent des dégâts aux infrastructures humaines et donc qui vont causer des pertes très fortes de valeur immobilière. On a la fourmi de feu qui cause des dégâts aux agroécosystèmes en Amérique du Nord et aussi des dégâts très importants sur la santé avec plus de 10 millions de personnes piquées par les fourmis de feu par an. Et dernier exemple, on a le Bombyx disparate qui cause des défoliations catastrophiques. Donc c'est ce que vous avez sur cette image. Vous avez les arbres qui ont perdu toutes leurs feuilles suite à l'invasion du Bombyx disparate. Et donc ça cause des coûts énormes, notamment au secteur de la foresterie. Donc, alors, avant de terminer, je vais vous parler un petit peu du cas spécifique de la France, et notamment des impacts cumulés, des coûts économiques cumulés depuis 1993. Donc, on a estimé que les coûts cumulés des espèces exotiques envahissantes en France sont entre 1,3 et 11 milliards d'euros annuellement, au total, pardon, soit des coûts annuels de 52 à 422 millions d'euros. Alors, les coûts en France, ils sont dus à deux groupes principalement. On va avoir les plantes et on va avoir les invertébrés. Et les plantes, notamment, on en a parlé, j'ai parlé de la jussie, et puis Isabella a parlé de l'ambroisie, des allergies, et donc ce sont les coûts médicaux liés à l'ambroisie. Mais c'est aussi une plante qui cause des pertes de rendement agricole très importantes. Et puis après, au niveau des insectes, on a le moustique tigre et le frelon asiatique. Mais il y a beaucoup d'autres espèces exotiques envahissantes en France pour lesquelles on n'a pas d'estimation économique et les données sont encore très parcellaires pour le moment, donc c'est probablement une sous-estimation. Alors, si je résume, j'ai un petit souci parce que j'ai la barre de zoom qui s'est affichée en plein milieu de mon écran. C'est pas très grave. Donc, les espèces exotiques envahissantes ont des impacts massifs sur la santé des espèces, des écosystèmes, des humains et des économies humaines. Alors, je ne vois plus mon écran à cause de la barre de zoom. Vous m'excusez 2 minutes, je vais essayer de la faire disparaître. Oui, prenez votre temps. Voilà. Normalement, c'est bon, c'est un petit peu gênant. Ancré en bas. Ah ben voilà, je peux faire comme ça, super. Donc, on peut se poser la question, ça va être un petit peu ma conclusion, ma discussion, ça va être comment prévenir les impacts des espèces exotiques envahissantes. On sait que les coûts de prévention sont inférieurs aux coûts de gestion, qui eux-mêmes sont généralement inférieurs aux coûts des dégâts. On sait également que les taux d'introduction des espèces exotiques envahissantes sont en constante augmentation. Et donc, une stratégie qui paraît raisonnable, c'est de s'attaquer principalement à la prévention des invasions futures. On peut faire ça en 3 axes différents. Ce n'est pas l'ensemble des actions possibles contre les espèces exotiques envahissantes, c'est simplement 3 axes que je considère importants. D'abord, scénariser, essayer de scénariser les invasions futures, éduquer le public et les hommes politiques et réguler. Donc, l'aspect scénarisation, c'est un petit peu l'aspect recherche, c'est-à-dire essayer de développer des scénarios d'invasion future, à la fois pour essayer de déterminer quelles sont les espèces qui sont les plus susceptibles de devenir envahissantes, en étudiant leurs caractéristiques spécifiques et l'interaction entre ces caractéristiques et les usages que les humains vont faire de ces espèces, s'intéresser aux voies d'introduction et comment elles vont évoluer dans le futur, notamment en utilisant des scénarios socio-économiques ou alors les projets de routes commerciales, comme par exemple la route de la soie avec la Chine, qui risque de provoquer de nouvelles introductions. Étudier les interactions avec les autres facteurs de changement global, comme par exemple les changements climatiques, l'altération d'habitat, la pollution.
et regarder un petit peu comment vont être les impacts, notamment en fonction des pays pour lesquels les invasions sont prédites, hein, et notamment les pays en voie de développement pour lesquels on a des craintes d'invasion dans le futur, et pour lesquels il n'y a actuellement pas beaucoup de régulation, voire pas du tout de régulation contre les espèces exotiques envahissantes. Donc le deuxième axe, c'est éduquer. C'est clair qu'il y a une méconnaissance générale du problème, à la fois du grand public, à la fois des décideurs politiques, et puis aussi des personnes concernées comme les collectionneurs ou les éleveurs d'espèces sauvages. Et donc, essayer d'éduquer sur les risques que présentent ces espèces exotiques envahissantes, et notamment dans le cadre du travail qu'on fait actuellement sur les coûts économiques, on va on va rédiger un rapport à destination des parlementaires pour essayer de leur exposer l'ampleur du problème. Informer sur les espèces ornementales et les animaux de compagnie pour essayer d'orienter les préférences des gens vers plutôt des espèces indigènes ou des variétés à faible risque. Je pense à l'exemple du Nutri-Score. Le but du Nutri-Score, c'était vraiment d'orienter le choix des gens vers des produits de meilleure qualité nutritionnelle. On pourrait faire la même chose pour les variétés ornementales. Si vous allez dans une jardinerie aujourd'hui, il est quasiment impossible de savoir d'où proviennent les espèces que vous allez acheter et quel est leur risque éventuellement de se répandre. Donc je pense qu'on pourrait faire vraiment un effort là-dessus. Et puis la nécessaire responsabilisation individuelle, la vigilance individuelle, par exemple dans le cadre du tourisme, hein, ne pas ramener des organismes d'un pays à un autre, etc. Et enfin, réguler. Donc c'est l'aspect législatif. Il y a des législations qui existent sur les espèces exotiques envahissantes. Ce sont des législations réactives sur les espèces qui posent problème. Donc, elle propose 3 types d'interventions: la prévention, la détection précoce et l'éradication, et la gestion des populations. Donc, il faut renforcer ces législations, évidemment, pour prendre en compte les nouvelles espèces problématiques qui sont démontrées chaque année, mais aussi développer des approches proactives. On pourrait peut-être s'inspirer des pays pionniers en matière de biosécurité, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, développer des régulations sur les voies d'introduction qui sont considérées importantes mais relativement négligées, comme par exemple l'industrie du tourisme. Et enfin, là c'est peut-être plutôt un vœu pieux, questionner les approches basées sur les listes noires au profit d'approches qui seraient basées sur les listes blanches. Donc les listes noires, c'est interdire l'introduction d'espèces problématiques. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt utiliser des listes blanches, c'est-à-dire prouver qu'une espèce a très peu de risque d'avoir un impact avant d'avoir l'autorisation de l'introduire? Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste une question ponctuelle sur le coût que vous avez affiché sur la diapo Avacos. Oui. Parce que c'était l'unité, c'était en millions de dollars, c'est ça? Alors, je vais revenir dessus. Non seulement des coûts, mais donc des impacts des espèces envahissantes liées au changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose de global ou au contraire, c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière très régionale en fonction En fait, de caractéristiques? Le changement climatique, il va affecter toutes les espèces de la Terre, et donc il va créer des déplacements d'espèces. Et du coup, on entend souvent que le changement climatique va augmenter les invasions biologiques. C'est pas vrai, enfin, on n'a rien pour dire ça. Il va altérer les invasions biologiques. Donc, on ne peut pas parler de synergie, on peut parler d'interaction. Et donc, selon les espèces, les effets seront complètement différents. Toutes les espèces vont se déplacer sur la surface de la Terre et c'est très difficile à prédire. On peut prédire espèce par espèce, mais par contre, prédire comment tout ça va se recombiner dans les écosystèmes, c'est vraiment difficile.